Les modalités de mise en relation des agents dans le financement de l'économie. Il y a en effet deux types d'agents. Les premiers ont une épargne inférieure à leur investissement ou formation brute de capital fixe. Ils ont donc un besoin de financement. Les seconds ont une épargne qui est supérieure à leur investissement ou formation brute de capital fixe. Ils ont donc une capacité de financement. Traditionnellement, ce sont les entreprises et les administrations publiques qui ont un besoin de financement, alors que les ménages, traditionnellement, ont une capacité de financement. Il va y avoir deux formes de modalités de financement externe. En effet, le système financier va transférer et transformer les fonds des agents économiques qui présentent une capacité de financement vers les agents qui présentent un besoin de financement. Ce transfert peut se faire selon deux modalités. La première, le financement indirect ou intermédiaire ou intermédiation financière. La seconde, le financement direct ou des intermédiaires ou finances de marché. Dans le financement indirect ou intermédiaire, il y a une institution financière qui va collecter les ressources auprès de ceux qui ont une capacité de financement vers ceux qui ont un besoin de financement pour répondre à leur demande de fonds. Ainsi, il y a intermédiation financière qui s'opère par emprunt ou crédit. C'est une créance détenue par les institutions financières. La seconde forme de financement est le financement direct ou des intermédiaires. Dans ce cas, la mise en relation est directe entre les agents qui ont une capacité de financement et ceux qui ont un besoin de financement. Cette mise en relation se fait par le biais de deux types d'actifs, les actions et les obligations. Ces deux types d'actifs sont en effet différents. Une action est un titre de propriété, c'est-à-dire une part du capital de l'entreprise. Une obligation, elle, est un titre de créance, une part d'un emprunt. La rémunération est aussi différente. La rémunération de l'action est un dividende, qui est variable, alors que la rémunération de l'obligation est un intérêt, qui est fixe. Ainsi, le rendement est différent. Pour une action, le rendement est élevé, mais risqué, alors que pour une obligation, le rendement est plus faible, mais il est aussi plus sûr. Il va y avoir un rôle prépondérant des mécanismes de marché. En effet, ce financement externe exige un accord entre l'agent qui a un besoin de financement et l'agent qui a une capacité de financement. Cet accord va notamment porter sur le prix et, dans le cas de l'emprunt bancaire et de l'obligation, ce prix est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt a en effet une double nature. C'est le prix du temps, c'est-à-dire le prix que l'on est prêt à attendre avant de consommer ou d'investir. En effet, on va se poser certaines questions. Est-on prêt à attendre pour consommer plus demain? Ou bien, préfère-t-on consommer ou investir tout de suite? Dans ces conditions, le taux d'intérêt va être le prix de l'argent que l'on n'a pas et que l'on emprunte pour une durée déterminée. C'est le coût pour l'emprunteur, mais c'est aussi le prix de l'argent que l'on a et que l'on va prêter pour un certain temps. Cela sera donc la rémunération pour le prêteur. Il va y avoir de nombreuses variables qui influencent le taux d'intérêt dans la réalité. D'abord, la durée de l'emprunt. Plus elle est longue, plus le risque de non-remboursement est fort et donc plus le taux va être élevé. Mais aussi la qualité de l'emprunteur et la destination de l'emprunt. Plus l'emprunt est risqué, plus le taux d'intérêt sera élevé. Ainsi, de nombreuses variables influencent le taux d'intérêt. Comprendre la fixation du taux d'intérêt sera donc complexe. C'est pour cela que pour simplifier la compréhension, les économistes néoclassiques ont utilisé un modèle simplifié, le marché des fonds prêtables. Le marché des fonds prêtables va alors fonctionner comme n'importe quel marché de concurrence pure et parfaite. Il va y avoir une offre de capital, ce sont les agents qui ont une capacité de financement, une demande de capital, les agents qui ont besoin de financement, ils vont se rencontrer sur le marché du capital. Étudions d'abord l'offre de capital. Les ménages vont avoir une préférence pour le présent, c'est-à-dire qu'ils préfèrent consommer aujourd'hui plutôt qu'épargner. Et donc, pour compenser le coût de la non-consommation aujourd'hui, il faut les récompenser. Cette récompense sera le taux d'intérêt. Plus il sera élevé, plus il compensera le coût de la non-consommation aujourd'hui. Ainsi, si on fait une représentation graphique, où en abscisse on met la quantité de capital et en ordonnée le taux d'intérêt,
on va voir que quand le taux d'intérêt augmente, l'offre de capital augmente. Ainsi, l'offre est une fonction croissante du prix, le taux d'intérêt. En effet, plus le taux d'intérêt augmente, plus le coût de la renonciation à consommer aujourd'hui est élevé. Il vaut mieux épargner pour consommer davantage demain. La demande de capital, elle, provient des agents qui ont besoin de financement. Pour eux, plus le taux d'intérêt va être élevé, plus le coût de l'emprunt sera élevé. Et donc, cela va rendre difficile l'emprunt, puisqu'il faut que leur projet ait une rentabilité supérieure au coût de l'emprunt. Ainsi, si on regarde aussi de manière graphique, en mettant en ordonnée le taux d'intérêt et en abscisse la quantité de capital, on va voir que quand le taux d'intérêt augmente, la demande diminue. La demande de capital est donc une fonction décroissante du prix du taux d'intérêt. En effet, quand le taux d'intérêt augmente, seuls les projets les plus rentables pourront être financés, puisque l'entreprise n'investira que si la rentabilité de l'investissement est supérieure au taux d'intérêt. La confrontation de l'offre et de la demande va alors assurer un équilibre. L'offre est une fonction croissante du taux d'intérêt et la demande une fonction décroissante. Et par un processus de tâtonnement successif, on arrivera à un équilibre où la quantité ou la demande de capital sera égale à l'offre de capital. Ce taux d'intérêt d'équilibre et cette quantité d'équilibre seront stables et durables, tant que les courbes d'offre et de demande ne vont pas changer. Et justement, la flexibilité du taux d'intérêt, comme de n'importe quel prix, va assurer l'autorégulation du marché. En effet, quand l'offre ou la demande de capital vont varier, il va y avoir certes un déséquilibre temporaire, mais il ne sera pas durable. En effet, la flexibilité du taux d'intérêt, c'est-à-dire sa capacité à varier pour assurer l'équilibre à la hausse ou à la baisse, va permettre de revenir à l'équilibre. Ainsi, on peut partir d'une situation où on a une égalité entre l'offre et la demande de capital et un taux d'intérêt d'équilibre. Maintenant, la demande de capital augmente. La courbe de demande va se déplacer vers la droite et le haut. Cette hausse de la demande de capital peut s'expliquer par une croissance plus importante. Maintenant, cette augmentation de la demande de capital fait que le prix d'équilibre initial, la quantité demandée augmente. Cependant, la quantité offerte de capital reste la même. La demande est donc supérieure à l'offre. Mais justement, la flexibilité du taux d'intérêt va permettre de revenir à l'équilibre. En effet, la quantité demandée est supérieure à la quantité offerte. Mais le taux d'intérêt va pouvoir varier. Comme la demande est supérieure à l'offre, le taux d'intérêt va augmenter. Et donc, cela va entraîner des changements dans les quantités offertes et demandées de capital. Comme le taux d'intérêt augmente, la quantité demandée diminue. Et l'offre de capital va augmenter. Et donc, peu à peu, on va arriver à un nouvel équilibre. Le taux d'intérêt d'équilibre est plus élevé, mais la quantité d'équilibre est aussi plus élevée.